Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h, mercredi 15 février. Voici les titres. Concertation politique face à une opposition divisée, l'absence d'une liste consensuelle, une pause s'impose dans la suite des travaux de la concertation politique. Et puis, en Guinée équatoriale, la fièvre hémorragique de Marburg fait déjà 9 morts en un mois. Les autorités guinéennes s'inquiètent. En ouverture de cette édition, prévue se poursuivre hier mardi par la mise en place du bureau des travaux d'adoption de l'ordre du jour, la concertation politique a connu un retard à l'allumage. La journée s'est donc achevée sur une déclaration du ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, dans laquelle il revient sur les raisons de ce retard. Reportage. Les travaux n'ont pas démarré pour cause, selon nous, qu'hier, à l'issue de l'adresse du président de la République, chef de l'État, devant l'ensemble de la classe politique nationale, la communication qui a suivi, celle du Premier ministre, a indiqué que pour le démarrage des travaux proprement dits, les deux camps politiques, majorité et opposition, devaient déposer auprès du ministre de l'Intérieur, au plus tard ce mardi à midi, la liste de leurs 30 représentants. Il se trouve que certains partis de l'opposition ont jugé ce quota insuffisant et donc leur préoccupation a été portée au chef de l'État qui, soucieux d'une participation plus inclusive, a porté donc le nombre de représentants de 30 à 40. À date, nous avons reçu une liste consensuelle de la majorité et de nombreuses listes de la part de l'opposition. Ainsi, le chef de l'État a-t-il accordé un délai supplémentaire à l'opposition afin qu'elle s'accorde pour qu'elle fasse parvenir au ministre de l'Intérieur une liste consensuelle. Mais je me dois à la vérité de signaler que l'opposition aujourd'hui est structurée en groupement ou en plateforme et qu'il est espéré et envisagé que ces différentes entités soient représentées au sein de la délégation qui sera composée au plus tard demain. Donc l'opposition a jusqu'à demain 12h pour soit nous faire parvenir une liste consensuelle, soit maintenir les listes éparses qui ont déjà été déposées ce jour. Voilà donc les raisons pour lesquelles les travaux n'ont pas démarré. Et puis, l'absence d'une liste consensuelle de l'opposition serait l'une des raisons évoquées pour expliquer ce retard. Elle avait jusqu'à ce mercredi à midi pour présenter une liste au ministre de l'Intérieur. Écoutons cet extrait du ministre de l'Intérieur. Comme annoncé la veille sur le lieu de la tenue des pourparlers de la concertation politique, tout était enfin prêt pour recevoir les acteurs de l'opposition et de la majorité. Mais en dépit de la présence effective de plusieurs d'entre eux sur place, les lignes n'ont pas bougé. Au nombre des raisons évoquées, l'absence d'une liste consensuelle de représentants de l'opposition. L'opposition qui a plus de 60 partis politiques, et quand on donne 40 places à l'opposition, vous convenez avec moi que l'opposition, beaucoup de partis politiques, risquent de ne pas être partie prenante à la concertation. D'où ces dysfonctionnements qui justifient le fait que nous ne nous accordons pas. Donc voilà globalement ce qui peut justifier le non-démarrage de la concertation en ce jour. Afin de trouver un accord et de respecter le délai de rigueur qui leur a été accordé, les acteurs de l'opposition se sont donné rendez-vous au siège du Rassemblement pour le Gabon. Mais cela suffira-t-il pour un retour à la cohésion? Je voudrais dire que l'opposition est une opposition responsable. On n'est pas parti sur des bases des critères de désignation des membres. Et nous pensons que le fait que la concertation n'ait pas commencé aujourd'hui doit nous rappeler que nous devons nous accorder sur des bases assez objectives pour que, enfin, la concertation puisse commencer. Mais pour le moment, je ne voudrais pas montrer le doigt à qui que ce soit, mais c'est tous ensemble que nous devrions nous retrouver demain, chaque groupement avec des propositions. Pour rappel, cette concertation politique a été appelée de tous ses voeux par la classe politique afin de réfléchir sur les conditions de parvenir à des élections apaisées cette année. Mais ce sont là des signaux avant-coureurs d'une concertation qui s'annonce difficile. Toujours dans le cadre de cette concertation nationale, en quoi cette concertation se différencie-t-elle des dialogues politiques des années précédentes? Écoutons des explications dans cet élément de Chimène Lindong.
Les questions électorales ne nous font pas perdre de vue les questions économiques et sociales. Dans la forme comme dans le fond, cette concertation présente des particularités qui se démarquent des autres initiatives de cette nature, entreprises depuis 1990. D'abord, la participation. Elle est plus ou moins restreinte. La quantité des délégués étant délimitée par les organisateurs opposition et majorité, ne pouvant offrir que 60 délégués au total. Ensuite, l'ordre du jour est essentiellement axé sur les questions d'ordre politique, même si le président de la République, lors de la cérémonie d'ouverture, a dû annoncer la tenue d'une prochaine rencontre élargie aux questions sociales, ceci au grand bonheur de la société civile qui pourra effectivement participer à son tour à cette rencontre. Enfin, cette rencontre se tient à un moment crucial. Les élections générales sont prévues au mois d'août prochain. Il faut donc faire vite pour permettre aux résolutions qui seraient adoptées de connaître une application immédiate. Le gouvernement va certainement s'en saisir, tout comme le Parlement, si l'on souhaite donner une valeur juridique à ces résolutions et rendre leurs observations fondamentalement obligatoires. Et puis, le nouveau président du Centre gabonais des élections, Stéphane Michel Bonda, et son bureau ont été installés le 13 février par le ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, lors d'une cérémonie sobre à la Cité de la Démocratie, siège de l'institution chargée d'organiser les scrutins politiques dans le pays. Maya Meza. Moïse Dibalou Kumba, président sortant du CGE, a symboliquement remis à son successeur une copie de la Constitution, une copie de la loi électorale et une urne. Et comme la loi le demande, l'exige, c'est des mandats qu'il fallait renouveler. Le bureau a été renouvelé et nous sommes là pour assister à l'installation des membres du bureau entrant. Et je ne m'érigerai pas en donneur d'instructions. Peu avant la cérémonie de la Cité de la Démocratie, l'ancien ministre délégué aux eaux et forêts, Michel Stéphane Bonda, et son équipe ont prêté serment devant la Cour constitutionnelle. La cérémonie a intervenu après une décision ayant prononcé le rejet du recours formulé par plusieurs partis de l'opposition. Et comme l'a indiqué Madame la Présidente de la Cour constitutionnelle, vos attributions, vos tâches ne sont pas cloisonnées. Ce sont des tâches transversales. Le département de l'Intérieur, comme d'autres administrations, se feront fort de vous aider dans cette tâche qui se déroule en aval du processus électoral. Nous allons donc procéder officiellement à l'installation des membres du bureau du Centre gabonais des élections. La mission du CGE est de superviser les élections, centraliser les résultats avant de les publier. Le travail que nous sommes appelés à effectuer au niveau du Centre gabonais des élections est bien défini par les dispositions qui sont contenues dans le dispositif électoral, à savoir la loi électorale. Nous sommes ici pour travailler en toute probité et avec impartialité. Et notre breviaire, le breviaire de notre bureau, sera l'application stricte de la loi électorale. La composition du bureau du CGE, QV 2023, est la suivante. Président, Michel Stéphane Bonda. Vice-président de la majorité, François Oyabi. Vice-président de l'opposition, Christelle Koy. Rapporteur de la majorité, Marius Ndon Ondo. Rapporteur de l'opposition, Thierry Dargendieu Kambila. Questeur de la majorité, Jean-François Elabitégué. Questeur de l'opposition, Ange-Claude Kogué. Pour justement évoquer le CGE, Centre gabonais des élections, nous recevons sur ce plateau Maya Meza pour en parler. Maya Meza, bonjour. Bonjour Leslie. Bien, pour commencer, Maya, et pour en parler du CGE, pouvez-vous nous dire si la mise sur pied de ce Centre gabonais des élections a été chose facile?
On peut dire que pour mettre en place le bureau du CGE, ça n'a pas été chose facile, tout simplement dans la mesure où une des composantes de l'opposition se retrouve aujourd'hui divisée. Donc on a d'un côté certains qui ont accepté de collaborer, et de l'autre côté, on a l'Union nationale qui refuse toujours de se jeter dans la tanière. Donc cette situation qui prévaut nous montre clairement que la population gabonaise est en quelque sorte en danger et pourrait se retrouver dans la même situation comme en 2016. C'est un peu ce qui met en mal les Gabonais aujourd'hui. Mais justement, pourquoi M. Stéphane Bonda est contesté par une partie de l'opposition? Il est effectivement contesté par une partie de l'opposition parce que l'opposition estime que Michel Stéphane Bonda a des affiliations avec le PDG dans un premier temps, et dans un second temps, ils se disent qu'il a été membre du gouvernement de la vice-présidente qui est entre autres aujourd'hui Rose Christiane Osokara Ponda. Donc ces deux pans mettent en mal l'opposition qui aujourd'hui est obligée de contester sa mise en place au bureau du CGE. Alors, Mme Isa, aurait-on des solutions? Pourrez-vous proposer certainement comme ça des solutions pour pallier à cette impasse? Comme solution, aujourd'hui, ça tombe bien, cette concertation qui se déroule. On estime que tout au long de cette concertation, certaines personnes vont prendre leurs responsabilités. Et ça va protéger la population gabonaise. Parce qu'aujourd'hui, le Gabonais, il a besoin d'un Gabon en paix. Il n'a pas besoin d'un Gabon qui se déchire. Il n'a pas besoin d'un Gabon qui brûle. Mais ils veulent simplement la paix. Et je pense que c'est dans leur droit. Donc cette concertation qui vient à point nommé est en quelque sorte une lueur d'espoir pour la population gabonaise. D'accord, merci beaucoup Maya Meza. Vous restez avec nous pour la suite de cette édition d'information. Nous continuons cette fois-ci. Christian Mernos Nong compte briguer la mairie centrale de Libreville lors des prochaines élections locales. Face à la presse, il a dévoilé ses ambitions s'il arrivait à succéder l'actuel maire Christian Bang Ndoutoum. Reportage. Les présidents des partis politiques et autres mouvements associatifs de Libreville affûtent leurs armes en raison des prochaines élections locales. C'est le cas du leader du mouvement pour la grandeur du Gabon. Au même titre que les autres cadres et militants du parti, j'ai donc exprimé mon souhait d'être investi par le parti comme candidat à l'élection locale dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville. Devant la presse nationale et internationale, la mairie centrale a été officiellement sollicitée. Je le dis clairement à qui veut l'entendre, je me bats sur le plan politique pour être maire de Libreville si jamais le parti arrivait à m'investir comme candidat. Je ne vais pas hésiter un seul instant de faire en sorte que la gastronomie gabonaise soit promue dans les différentes structures de restauration de notre pays. Ça peut être des simples cafétérias comme des hôtels. Voilà, vraiment on va mettre un accent particulier sur ces aspects-là. Il y aura également un accent sur la promotion du mode vestimentaire gabonais. Le président du mouvement pour la grandeur du Gabon qui soutient l'action du chef de l'État n'a pas manqué d'évoquer au cours de son allocution la concertation politique qui se tient actuellement dans notre pays. Il y aura de moins en moins de contestations à l'issue des élections. Je rappelle aussi aux détracteurs de cette concertation que le Gabon vient de loin. Le Gabon vient de loin, la démocratie ne se construit pas en un jour. Il y a des acquis que nous avons aujourd'hui qui n'étaient pas le cas hier. Je ne peux que penser que cette concertation, encore une fois, démontrera à la face du monde la volonté du chef d'État de tenir compte des avis des fils et filles du pays. Les dés sont donc jetés. C'est une course aux élections locales qui peu à peu annonce ses couleurs.
Hors de nos frontières, en Turquie et en Syrie, le 6 février, de grands tremblements de terre de magnitude 7,8 et 7,6 respectivement ont frappé des régions de la Turquie et la Syrie. L'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour les populations, s'est immédiatement rendu sur le terrain pour évaluer l'impact et se préparer à soutenir l'intervention d'urgence en coordination avec les autorités et les partenaires. Des milliers de bâtiments, y compris des espaces sûrs pour les femmes et les filles soutenus par l'UNFPA, ont été gravement endommagés et détruits. La priorité urgente de l'Institut onusien est de rétablir les services essentiels à la santé et au bien-être des femmes et des filles. Pour cela, 2 camions transportant des fournitures de santé et reproductivité vitale ont traversé la frontière entre la Turquie et la Syrie et sont arrivés à Ibdi. Des fournitures seront distribuées à 170 établissements de santé dans le nord-ouest de la Syrie touchés par le tremblement de terre. Je vous invite à écouter cet extrait du chef intérim du bureau de Gaziantep de l'UNFPA. Je suis maintenant à Rianli, à la frontière Turquie-Syrie. Nous venons de charger 2 camions de médicaments et de fournitures de reproduction. Les 2 camions partent maintenant pour le nord-ouest de la Syrie et ils livreront les fournitures à 170 installations. Au Tchad, cette fois-ci, le procès de 454 rebelles présumés au Tchad, tous accusés de l'assassinat de l'ancien président tchadien Idriss Déby Itno, tué au front en 2021 lors de leur offensive, s'est ouvert lundi à huis clos. Reportage. Le procès de plus de 400 rebelles pour l'assassinat de l'ancien président tchadien Idriss Déby Itno, tué au front en 2021, s'est ouvert lundi, puis a été ajourné à mercredi, aussitôt après la lecture de l'acte d'accusation. Au printemps 2021, un puissant groupe rebelle, le Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad, avait lancé à partir de ses bases arrières, en Libye, une offensive en direction de la capitale N'Djamena. Le 20 avril, l'armée annonçait que le maréchal Déby, qui dirigeait le Tchad depuis plus de 30 ans, avait été tué au front par les rebelles et nommait un de ses fils, le jeune général Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République pour une période de transition à la tête d'une junte militaire de 15 généraux. Au Tchad, la rébellion compte des dizaines de groupes et groupuscules, certains regroupés au sein d'alliances. Depuis 2016, le Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad et le Conseil du commandement militaire pour le salut de la République mènent une rébellion dans le nord du pays face au gouvernement. Depuis leur base arrière du sud de la Libye, les 2 groupes rebelles ont mené des offensives et des raids pour renverser le gouvernement de l'ancien président Idriss Déby, au pouvoir depuis le coup d'État de décembre 1990. D'autres groupes rebelles sont également impliqués dans l'insurrection, bien que dans une moindre mesure. Après la mort d'Idriss Déby Itno, 44 de ces groupes rebelles avaient été invités à des pourparlers avec la junte au pouvoir à Doha, au Qatar. S'en est suivi la signature de l'accord de paix de Doha, dans lequel les différentes parties se sont engagées à respecter un cessez-le-feu et un processus de démobilisation, désarmement et réinsertion. Certains groupes ont néanmoins refusé de signer ce texte car ils estimaient que leurs revendications n'avaient pas été respectées. En Guinée équatoriale, cette fois-ci, 9 personnes sont mortes en un mois de la maladie à virus de Marburg, une fièvre hémorragique presque aussi meurtrière qu'Ebola dans la province de Kientem qui a été mise en quarantaine pour contenir l'épidémie. C'est un récit de Sidela Niman. La Guinée équatoriale a déclaré une alerte sanitaire pour une fièvre hémorragique de Marbourg dans la province de Kientem et dans le district voisin de Mongomo. Selon le ministre de la Santé Mitoa Ondo Ayekaba, 9 personnes sont décédées entre le 7 janvier et le 7 février, mais des prélèvements après une mort suspecte le 10 février à l'hôpital sont également analysés selon lui. Les infections par les virus de Marbourg comme Ebola se transmettent en manipulant des animaux infectés, morts ou vivants, ou par contact avec la peau ou les liquides biologiques d'une personne infectée, même décédée. Les symptômes commencent par une fièvre, des douleurs musculaires et des courbatures, des céphalées, une toux et un mal de gorge suivi de vomissements et de diarrhée, ainsi que des saignements au niveau de la bouche, du nez ou d'organes internes. Un plan de confinement a été mis en place en étroite collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé pour faire face à l'épidémie. La province de Kientem, zone peu peuplée et rurale, est frontalière avec le Gabon et le Cameroun.
La proximité du foyer de la maladie avec les frontières des pays voisins inquiète ceux-ci. Les autorités camerounaises qui travaillent déjà en collaboration avec leurs homologues équato-guinéens et l'OMS ont restreint à titre préventif les mouvements des populations à la frontière. L'objectif est de limiter tout risque d'importation de la maladie, car chaque jour, des milliers de personnes traversent la frontière pour se rendre d'un côté comme de l'autre. Au Gabon, le Premier ministre a reçu ce mardi 14 février le ministre de la Santé et le représentant de l'OMS dans le pays afin de mettre en place au plus vite un dispositif sanitaire au niveau des différentes provinces et sensibiliser les communautés sur la consommation d'animaux sauvages et sur les mesures visant à lutter contre la maladie. Place au sport, impuissant face au Bayern Munich, 0 but contre 1. Malgré le revenant Kylian Mbappé, le PSG s'est placé en situation délicate mardi en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, s'efforçant dans la crise. Cela fait 3 défaites d'affilée pour les Parisiens, toutes compétitions confondues. De celle-ci fait mal, très mal au club de la capitale. Mais Kylian Mbappé reste confiant et déterminé. Écoutons-le. Bien sûr, il y a toujours de l'espoir. C'est qu'un match aller, c'est sur 2 matchs. On le savait avant le match, on le sait encore plus maintenant. On va travailler, récupérer tout le monde et essayer de continuer de recommencer à gagner. Déjà, c'est important et arriver là-bas pour se qualifier. Il y a des motifs d'espoir parce qu'on commence à récupérer toute notre équipe. Voilà, on était quand même décimés par les blessures. Voilà, l'objectif, c'est que tout le monde prenne soin de soi et qu'on récupère tout le monde à 100% pour aller là-bas et avoir une réelle chance de se qualifier. Le favori pour le deuxième match, c'est le Paris Saint-Germain, toujours. Et c'est sur cette note de sport que s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programme sur TV+.